Saviez-vous que pendant longtemps, Citroën, Peugeot et Renault n'étaient pas les seuls constructeurs automobiles tout public de France? Pendant des décennies, une multitude de marques ont façonné notre patrimoine mécanique. Cependant, toutes n'ont pas résisté à la course impitoyable du marché. Aujourd'hui, je vous propose de redécouvrir 5 de ces oubliés. C'est parti et on commence avec la numéro 5 qui aurait dû être un grand nom de l'automobile made in France. Numéro 5, Facel Vega, 1954. Facel Vega est la preuve qu'à vouloir voler trop haut et trop vite, on se brûle les ailes comme Icare. De 1954 à 1964, Facel Vega était la définition même du luxe et de la puissance à la française. Facel Vega rivalisait avec des noms que vous connaissez sûrement, Bentley, Maserati ou l'allemand Mercedes. Et pour comprendre l'histoire de cette marque si prometteuse, je dois vous parler de son fondateur, Jean Daninos. Ingénieur visionnaire, passé par l'aéronautique, il rêve d'une GT 100% française. Un style racé, des performances solides, un confort de palace roulant. Jean Daninos est directeur technique de Bronzavia, avant de prendre la direction de Facel en 1945. Daninos commence par faire ce qu'il sait faire de mieux, de la sous-traitance. Les usines de Facel en Indre-et-Loire acquièrent ainsi du savoir-faire, de l'expertise et se font un nom dans le marché automobile. Facel devient rapidement une référence dans la sous-traitance de carrosserie automobile de série, notamment pour Simca, Ford SAF, Panhard et Delahaye. À force de faire des carrosseries pour d'autres marques, Daninos se met à rêver. Et si Facel crée sa propre voiture? Pas une voiture commune, non. Une voiture unique montrant l'expertise de la France. C'est la naissance de la marque Facel Vega. Dès 1952, Daninos planche sur un luxueux coupé avec 2 places à l'avant et 2 places plus petites à l'arrière. Premier problème, aucun moteur français ne répond à ces exigences. Pas de souci, Daninos se tourne vers l'Amérique et se sert des moteurs V8 de Chrysler. La Vega 1 aurait une silhouette française, mais un cœur yankee. Deuxième problème, quel nom donner à ce bolide? Daninos s'inspire des étoiles, et il choisit l'étoile Vega, l'une des étoiles les plus brillantes de la constellation de la Lyre. Elle symbolise la puissance et le prestige, ce qui colle plutôt bien à l'image que Daninos veut renvoyer. Avec la Facel Vega 1, Facel frappe fort. Le V8 2 autos 4,5 litres développe 180 chevaux, taillé pour rouler à près de 190 km/h. À bord, c'est le raffinement total. Cuir pleine fleur, tableau de bord peint à la main façon ronce de noyer, cadran inspiré de l'aviation. Lors du salon de l'auto de Paris de 1954, la Facel Vega 1 est applaudie à l'unanimité. Sans attendre, Facel Vega enchaîne les succès. En 1958, la HK500 pousse encore plus loin avec 360 chevaux et un 0 à 100 km/h en moins de 8 secondes et une vitesse de pointe d'environ 240 km/h, digne des plus grandes GT. En 1959, Facel sort la Facelia, une petite Facel Vega produite à bas coût destinée à concurrencer Alfa Romeo, Porsche et Triumph. Comme ses aînés, la Facelia est très bien accueillie lors de sa présentation au Salon de Paris de 1959. Et il faut dire qu'elle en a sous le capot. Un moteur 4 cylindres en ligne double arbre à cames en tête de 1646 cm3, capable de déchaîner 105 à 115 chevaux selon la version. 1050 kg, une vitesse de pointe à 180 km/h et un 0 à 100 en 12 secondes 4. La Facelia était disponible en coupé 4 places ou en coupé 2+2. Le tout pour un prix d'environ 18 000 nouveaux francs. Elle avait tout pour plaire, sauf la fiabilité. À peine les premières commandes terminées, la Facelia devient une honte pour la marque. Commercialisée trop vite, elle n'était pas assez au point. Sa mécanique est fragile et les casses moteurs s'enchaînent. Pour sauver son image de marque, Facel Vega reprend ses anciens modèles et lance la Facelia F2 2 ans plus tard. Malheureusement, ça ne marche pas. La trésorerie de l'entreprise ne supporta pas l'échec de la Facelia et Facel Vega est placée en liquidation judiciaire en juillet 1962. Le 31 octobre 1964, les usines Facel Vega ferment définitivement leurs portes et la marque sombre dans l'oubli. Au total, Facel a fabriqué et vendu 3000 voitures en 10 ans. La leçon à retenir de l'échec cuisant de Facel Vega, un seul produit défaillant peut anéantir un constructeur automobile. Mes amis, si vous me permettez une parenthèse personnelle, en août dernier, notre producteur a perdu sa maman. Une femme discrète, mais passionnée par les belles histoires, les souvenirs d'enfance et les voitures qui les accompagnent.
Elle avait un faible tout particulier pour la déesse, symbole d'une époque, d'un art de vivre à la française. Pour lui rendre hommage, nous avons un petit rêve. Atteindre 1500 abonnés d'ici la fin du mois d'août. Ce n'est pas qu'un chiffre, c'est une manière de faire vivre cette passion qui nous unit tous. Si vous aimez ces voitures, leur histoire, leur élégance, abonnez-vous. Et si le cœur vous en dit, partagez cette vidéo autour de vous. Chaque geste compte, vraiment. Faisons vivre ensemble la mémoire de ceux qui nous ont transmis l'amour du beau et du vrai. Numéro 4, Simca, 1934. Parler de l'histoire de l'automobile française sans parler de Simca, c'est comme essayer de parler de l'Empire sans parler de Napoléon. C'est compliqué et ça revient à faire l'impasse sur un monument du sujet dont on parle. L'histoire de Simca commence par quelque chose que tous les Français connaissent bien, l'augmentation des impôts. Et en effet, en 1930, la France rehausse ses taxes douanières. Et ça pose un gros problème à Henri Théodore Pigozzi, un Français d'origine italienne dont le business consistait justement à importer des Fiat en France. Afin de contourner cette règle, il fonde la Simca en 1934. Simca pour Société industrielle de mécanique et de carrosserie automobile. Avec cette nouvelle société, il se met à vendre des véhicules Fiat sous licence intégralement fabriqués en France. Il rachète une usine à Nanterre et lance la Simca 5, une réplique à peine déguisée de la Fiat 500 Topolino. Progressivement, Simca s'émancipe de l'influence de Fiat et lance ses propres modèles, notamment l'Ariane, la Ronde et la Simca 1000, qui sont toutes de véritables cartons dans les concessions automobiles. En 1954, Simca rachète Ford France et récupère son usine de Poissy et la gamme Ford Vedette alors en perte de vitesse. Pour ceux qui ne savent pas, les Ford Vedette sont des limousines à 6 places propulsées par un V8. Présentée initialement sous le badge Ford, la Vedette devient un Simca à partir de décembre 1954. Sous son capot, le fameux V8 Aquilon de 2,4 litres développe 80 chevaux SAE assez pour cruiser à 139 km/h dans un silence flatteur. Côté style, la carrosserie monocoque marque une vraie modernité. La technique reste néanmoins sage. Propulsion, boîte à 3 rapports, frein-tambour, pont rigide. Elle hérite des vedettes à moteur V8, des berlines au look résolument américain qui marquent les esprits. Chambord, présidence, limousine noire finie à la main, utilisée par De Gaulle. Beaulieu. La version Chambord pousse même jusqu'à 84 chevaux. En 1958, Simca rachète aussi Talbot. Tout roule pour Simca qui enchaîne les succès, et c'est paradoxalement ça qui cause sa fin. Chrysler est attiré par le succès du franco-italien Simca. Le constructeur américain achète des parts de Simca jusqu'à devenir actionnaire majoritaire dans les années 70. Pigozzi est viré de sa chaise de président-directeur général de Simca par Chrysler. Chrysler n'a aucune idée précise de ce qu'elle va faire avec Simca, et désormais, les décisions sont prises outre-Atlantique. À la fin des années 70, PSA rachète l'ensemble, impose le nom Talbot, et Simca s'efface en silence. La chute de Simca aurait pu être évitée si la firme avait pris 2 décisions. La première, refuser de perdre son âme et rester indépendante. La deuxième, parfois, il faut savoir dire non aux offres de rachat, surtout quand celui qui veut vous racheter n'a aucune idée de comment maintenir votre marque. Ce qui nous amène à la prochaine marque, numéro 3, Talbot, 1903. C'est l'une des marques les plus méconnues, et c'est aussi l'une des plus glorieuses. Née en 1903, d'une alliance franco-britannique, la marque s'impose rapidement comme un nom qui compte sur la scène européenne. Mais c'est sous l'impulsion d'Anthony Lago, à partir de 1934, que Talbot entre dans les légendes. À Suresnes, il façonne des autos d'exception, puissantes, élégantes et surtout terriblement en avance sur leur temps. La Talbot Lago T150C, goutte d'eau, dessinée par Figoni et Fallaci, est encore aujourd'hui une icône de design. Mécaniquement, la marque s'illustre avec des 6 cylindres atmosphériques de 4 litres, des doubles arbres à cam en tête et des boîtes présélection Wilson, atteignant environ 170 km/h. En 1950, elle triomphe aux 24 heures du Mans avec la T26 GS, propulsée par un 6 cylindres atmosphérique de 450 litres avec 230 chevaux capables de filer à près de 200 km/h. C'est aussi l'une des premières marques françaises à participer au tout nouveau championnat du monde de Formule 1. Malheureusement, malgré la Talbot Sunbeam Lotus, championne du monde des rallyes en 1981 et le rachat par Simca en 1958, PSA finit par abandonner une marque devenue trop encombrante. Talbot a souffert du même problème que Simca, des rachats successifs.
Son identité de marque s'est retrouvée diluée dans un patchwork de marques au sein du groupe PSA. Numéro 2, Hotchkiss, 1904. Quand on évoque Hotchkiss, on pense souvent à l'armement, au canon croisé de son emblème. Pourtant, derrière cette façade militaire, se cache l'une des plus nobles signatures de l'automobile française d'avant-guerre. Fondée par l'américain Benjamin Berkeley Hotchkiss, la marque se lance dans l'auto dès 1904 en profitant de son savoir-faire en mécanique de précision. Rapidement, Hotchkiss devient un acteur incontournable avec des modèles élégants, puissants et techniquement avancés. La 686 Grand Sport incarne cette excellence. Lancée dans les années 30, elle aligne un 6-cylindres en ligne de 3,5 litres culasse en alu, soupape en tête, frein hydraulique, boîte électromagnétique Cotal en option. C'est une routière de prestige, capable de filer à 140 km/h. Et elle gagne Monte-Carlo en 1932, 1933, 1934, puis encore en 1939, 49 et 50. Même le général de Gaulle l'exige pour défiler à la Libération. Après-guerre, Hotchkiss tente un virage audacieux avec la Grégoire. Traction avant, châssis en alliage léger, 4 roues indépendantes. Ce sera hélas son dernier grand coup. Hotchkiss fusionne avec Delahaye, puis avec Brandt. En 1955, la Monceau, jamais commercialisée, referme discrètement le livre d'une grande maison. Numéro 1, Delage, 1905. Dès 1905, Louis Delage fonde sa marque à Levallois-Perret avec une idée simple. Marier raffinement technique, performance de haut niveau et élégance absolue. Et pendant près d'un demi-siècle, il y est parvenu. Courses, concours d'élégance, salons prestigieux, Delage brillait partout. La D8 de 1930, par exemple, reste dans toutes les mémoires. Un chef-d'œuvre de luxe et de finesse mécanique, motorisé par un 8 cylindres en ligne de plus de 4 litres, filait à près de 150 km/h, incarnant l'élégance mécanique à la française. Delage, c'est aussi l'innovation. Premier freinage avant dès 1918. Un V12 dès 1923, un titre mondial officieux en 1927 avec la 15S8. La marque dominait les circuits en proposant des mécaniques haut de gamme, souvent carrossées par les plus grands. Chaperon, Figoni et Fallachi ou Le Tourneur et Marchand. Après une faillite en 1935, elle renaît brièvement grâce à Delahaye avant de s'éteindre définitivement en 1953. Jusqu'à cette résurrection inattendue en 2019 avec la D12, une hypercar hybride de 1000 chevaux développée à Manicourt avec Jacques Villeneuve. S'il y a bien une chose à retenir de l'échec de Delage, c'est l'importance d'avoir des modèles plus accessibles. Car lors des récessions, les automobiles de luxe sont souvent les plus boudées. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et si une autre marque oubliée vous revient en mémoire, à très vite pour une nouvelle vidéo dans le Garage Français.